Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Au programme aujourd'hui, les lois de Frayette. Les lois de Frayette constituent un modèle théorique explicatif de la biomécanique rachidienne et de la formation des dysfonctions vertébrales pour les thoraciques et les lombaires. À savoir que la notion de dysfonction vertébrale peut varier d'un ostéopathe à un autre. Nous pouvons ici considérer qu'il s'agit d'une perte de mobilité d'un étage vertébral dans un ou plusieurs plans de l'espace. Bref, avant de plonger dans le vif du sujet, on va remonter un petit peu dans le temps et s'intéresser à Harrison Herbert Frayette. Pour ceux qui veulent directement se renseigner sur les lois de Frayette, rendez-vous à ce timecode de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Harrison Herbert Frayette est un médecin ostéopathe américain né le 15 octobre 1876 à Grafton en Californie. Son père était un pharmacien qui s'est reconverti en ostéopathe et qui pratiquait à Madison dans le Wisconsin. Après des études à l'université du Wisconsin, Frayette déménage à Chicago à l'âge de 23 ans en 1901. 2 ans plus tard, il obtient son diplôme d'ostéopathie de l'American College of Osteopathic Medicine and Surgery, l'école fondée en 1900 par les frères Littlejohn. Il commence à pratiquer son ostéopathie à Chicago où il travaille avec sa femme, Myrtle Winslow, également ostéopathe et diplômée du même établissement, qu'il a épousée en 1905. En parallèle de son activité en cabinet, Frayette enseigne les techniques ostéopathiques dans l'école qu'il a formée de 1903 à 1929. Il s'intéresse de près à la colonne vertébrale et des affections pouvant y être attribuées, et développe et brevette même un modèle de colonne vertébrale articulée qu'il offrira à l'American Osteopathic Association et dont les revenus issus des ventes du produit serviront à financer la recherche ostéopathique. En 1918, alors 23e président de l'American Osteopathic Association, Frayette publie son premier ouvrage, Physiologic Motion, dans lequel il présente et décrit ses principes pour les mouvements du rachis thoracique et lombaire qui donneront lieu aux lois de Frayette. Ces principes décrivent 2 types de mouvements. Ceux de type 1 qui associent l'inclinaison d'une vertèbre à une rotation contralatérale et ceux de type 2 qui associent l'inclinaison à une rotation homolatérale. Pour mettre au point ce modèle, Frayette s'est basé sur les travaux du docteur Robert Williamson Lovett, publiés 11 ans plus tôt en 1907. 36 ans plus tard, en 1954, Frayette publie son 2e ouvrage intitulé Principles of Osteopathic Technique, dans lequel, en plus d'aborder ces fameuses lois de Frayette, il discute également des principes de base de l'ostéopathie, notamment la lésion vertébrale, ainsi que les notions de compensation et les procédés et moyens de maintenir l'équilibre. Harrison Frayette mourra 6 ans plus tard, le 7 février 1960, à l'âge de 83 ans. Aujourd'hui, on se souvient notamment de lui pour son modèle théorique fondamental de la biomécanique rachidienne, mis en place pour aider les ostéopathes à diagnostiquer les dysfonctions vertébrales, les fameuses lois de Frayette. D'ailleurs, Frayette a décrit ce modèle mais n'a jamais parlé de loi. Ce sont les ostéopathes qui lui ont succédé qui lui ont attribué la paternité. Frayette n'a pas non plus décrit les dysfonctions vertébrales en NSR, FRS ou ERS, on en parle juste après. Il s'agit de Fred Mitchell, un autre ostéopathe. Donc de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on et que sont les lois de Frayette ? Comme dit précédemment, les lois de Frayette constituent un modèle théorique explicatif de la biomécanique thoracique et lombaire, et de la formation des dysfonctions vertébrales. Pour résumer grossièrement le propos, il s'agit d'un modèle qui vise à expliquer comment les vertèbres bougent et comment elles peuvent se restreindre. Il existe 3 lois, sachant que la 3e provient de Calvin Nelson, ostéopathe, qu'il a ajoutée en 1940. La première loi est celle de la Neutral Position Side Bending Rotation, ou NSR. Lorsque la colonne vertébrale se plie latéralement à partir d'une position neutre, les vertèbres se tournent dans la convexité nouvellement formée. Ceci affecte plusieurs vertèbres. Pour résumer, lorsqu'on va s'incliner d'un côté en partant d'une position neutre, les vertèbres vont effectuer une rotation de l'autre côté. La 2e loi est celle de la Flexion Extension Side Bending Rotation, FRS ou ERS. Lorsque la colonne vertébrale s'incline latéralement à partir d'une position de flexion ou d'extension, position dans laquelle les facettes sont en contact, les vertèbres sont forcées de faire une rotation du même côté. Ceci s'expliquerait par l'orientation du plan de l'articulation. Ce mouvement peut être exécuté par un groupe de vertèbres ou de manière isolée. Enfin, la 3e loi dit, lorsque le mouvement est introduit dans un plan, il modifiera, réduira les mouvements dans les 2 autres plans. Celle-ci reprend les 2 précédentes lois en déclarant qu'un dysfonctionnement dans un plan affectera négativement tous les autres plans du mouvement. Ce modèle biomécanique est aujourd'hui encore enseigné dans les écoles d'ostéopathie françaises et demeure très populaire aux États-Unis. On l'apprend aux étudiants afin qu'ils puissent comprendre la formation des dysfonctions vertébrales et les identifier chez un patient.
Cette intellectualisation de la biomécanique vertébrale leur permet d'avoir un référentiel théorique sur lequel se baser pour repérer et corriger les restrictions de mobilité du rachis. Et pourtant, c'est un modèle qui est remis en cause depuis plusieurs années. En 2009, deux ostéopathes français, Laurent Fabre et Raphaël Zegara-Parodi, ont publié dans Kinésithérapie la revue un article dans lequel ils confrontent les lois de Frayet face aux connaissances biomécaniques actuelles. On y apprend par exemple que l'inclinaison du rachis lombaire entraîne automatiquement une rotation contralatérale, ce qui ne colle pas avec les lois de FRS et ERS, ou bien que les mouvements couplés des vertèbres varient essentiellement en fonction de l'importance des courbures rachidiennes et que par conséquent on ne peut pas appliquer une loi biomécanique universelle. Ceci fait écho à d'autres études qui notent que ces incohérences au niveau thoracique et lombaire invalident les lois de Frayet lorsqu'on souhaite prédire les restrictions de mobilité dans les trois plans de l'espace, alors qu'on se base essentiellement sur une asymétrie statique ou une restriction de mouvement dans un seul plan. De plus, ce modèle jugé trop réducteur ne permet pas la combinaison d'autres mouvements. Par conséquent, il n'existe pas de technique décrite dans les textes pour pouvoir corriger ces restrictions de mobilité. On reproche également aux lois de Frayet de ne reposer que sur une évaluation positionnelle statique, pas assez fiable et spécifique. Peut-être que le recours à d'autres critères palpatoires plus fiables, comme la recherche d'une zone sensible ou la provocation d'une douleur, permettrait de renforcer la fiabilité de l'examen ostéopathique. En tout bien tout honneur, Frayet a proposé ce modèle de la biomécanique rachidienne à une époque où les techniques d'imagerie n'étaient pas si élaborées qu'aujourd'hui. Pour mettre au point sa théorie, il s'était basé sur un rachis sec qu'il avait soumis à une légère compression. Aujourd'hui, les techniques d'imagerie sont plus élaborées et nous permettent de visualiser des mouvements rachidiens en 3 dimensions, et révèle une plus grande complexité. Comme le disent Laurent Fabre et Raphaël Zegara-Parodi dans leur article de 2009, il apparaît en effet que le mouvement vertébral principal s'accompagne souvent de 5 mouvements couplés additionnels. Les 6 degrés de mobilité vertébraux décrits étant des rotations et des translations autour des axes horizontal, vertical et sagittal. Au regard de ces nouvelles informations, on peut s'interroger sur les conséquences de l'application de ce modèle sur le diagnostic ostéopathique thoracolombaire. En ne se basant que sur ce modèle, un praticien serait exclusivement à la recherche d'NSR, FRS ou ERS. Dans le cas des deux dernières, par exemple, on sait qu'elles ne peuvent pas se produire au niveau lombaire et que la prédiction des dysfonctions vertébrales est incohérente. Si le diagnostic de l'ostéopathe est erroné, son choix thérapeutique risque de l'être aussi. Deuxième cas de figure, prenons les techniques Mitchell appliquées au rachis. Ces mêmes techniques qui ont été décrites pour les NSR, FRS et ERS. Aucune description de technique Mitchell n'existe pour une vertèbre dont les plans de mouvement seraient restreints dans des paramètres qui ne collent pas aux lois de Frayet. Pour remédier à cela et en attendant de trouver un modèle plus précis, les praticiens qui suivent une démarche clinique informée par l'épreuve devraient aborder les restrictions de mouvement qui se présentent en effectuant un examen incorporant des tests de mobilité et de provocation à la douleur, malgré les problèmes de fiabilité, plutôt qu'en se basant sur un modèle théorique et des résultats palpatoires statiques. Bien que certains défendent les lois de Frayet, arguant qu'il s'agit d'un modèle efficace pour permettre notamment aux étudiants de visualiser la dysfonction vertébrale, force est de reconnaître qu'il ne tient pas la route face aux connaissances biomécaniques actuelles. Aux yeux de messieurs Fabre et Zegara-Parodi, si l'objectif initial est d'apprendre à l'étudiant à réaliser une mise en tension d'un segment vertébral, le concept des techniques en levier minimum développé par Hartmann semblerait plus approprié. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour celles et ceux qui souhaitent pousser le bouchon un petit peu plus loin, on a pris soin de mettre en description de cette vidéo les références qui nous ont permis d'écrire le texte. On serait ravis de lire vos retours sur le sujet et d'en discuter avec vous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo et que vous ne voulez pas rater la vidéo sur les concepts de levier minimum, on vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur nos réseaux.